Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous dire la joie que le comité que j'ai l'honneur de présider et moi-même éprouvons à vous retrouver très nombreux ce soir dans cette belle salle Henri Leboeuf. Je salue également chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait le choix de nous suivre en ligne grâce à l'abonnement Internet. Les grandes conférences catholiques ne sont pas seulement grandes par la personnalité des orateurs qui, depuis plus de 90 ans, se succèdent à leur tribune, elles le sont aussi par la qualité et la fidélité de leur assistance. Ce soir, pour inaugurer sa 92e saison, notre tribune a l'honneur et le grand plaisir d'accueillir le cinéaste belge Thierry Michel. Le titre de sa conférence est « De Charleroi à Kinshasa, en quête de l'autre ». La conférence de Thierry Michel interviendra sous la forme d'un dialogue avec le célèbre critique cinématographique Philippe Reinhardt, dont de nombreux téléspectateurs se rappelleront les lunettes blanches, mais surtout l'esprit vif et pétillant. Je remercie chaleureusement Philippe Reinhardt d'avoir accepté de prêter son talent à la réussite de cette soirée par amitié pour Thierry Michel. Leur dialogue sera illustré de la projection d'extraits des œuvres de Thierry Michel. C'est, pour notre tribune, je l'ai dit, un honneur de recevoir Thierry Michel. Thierry Michel n'est pas seulement un cinéaste de grand talent, récompensé de nombreuses distinctions internationales. Thierry Michel est une personnalité généreuse, dont l'œuvre est un combat mené caméra à l'épaule pour la justice et pour la vérité, un combat pour l'histoire également. Son œuvre cinématographique apporte un témoignage essentiel sur l'histoire tragique de la République démocratique du Congo. Elle participe à dénoncer les coupables de la tragédie que vit le peuple congolais et de la guerre qui sévit depuis 25 années au Kivu. Elle tend ainsi, sans doute, un peu à rendre justice aux victimes. Elle a permis également d'initier de nombreuses et importantes initiatives de solidarité. Le combat de Thierry Michel est un combat profondément humaniste. C'est ce combat auquel ce soir les grandes conférences catholiques sont heureuses de s'associer, comme elles l'ont fait ces dernières années en recevant le docteur Denis Mukwege avant qu'il ne reçoive son prix Nobel de la paix, Emmanuel de Mérode ou feu le cardinal Monsengo. Nous ne pouvons en effet rester indifférents à la tragédie congolaise. Avant de céder la parole à Thierry Michel et à son présentateur, permettez-moi de vous signaler qu'à l'issue de la conférence, Thierry Michel a accepté de dédicacer quelques ouvrages ou DVD. Permettez-moi enfin de vous rappeler notre prochain rendez-vous. Nous nous retrouverons le lundi 28 novembre dans cette même salle à 20h30 pour entendre Emmanuel Faber sur le thème « Compter ce qui compte pour réécrire le langage de l'économie ». Je cède immédiatement la parole à Philippe Reinhardt et je vous remercie. Merci Emmanuel. Je suis un peu impressionné d'avoir été décrit comme vif et pétillant. Je vais essayer de l'être ce soir en votre présence. Ça ne va pas être tout à fait simple parce que ce soir, j'ai vraiment l'honneur de dialoguer avec quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Donc ce n'est pas une position facile pour un journaliste de commencer par dire à quelqu'un qu'il l'admire, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien Thierry. Alors, on va parler de cinéma et on s'est dit, et Emmanuel Cornu nous a donné le feu vert, que ce serait difficile de parler de l'œuvre d'un cinéaste sans montrer quelques extraits de ses films. Donc voilà, on va alterner la discussion et les extraits de films. Donc ce sera vif et pétillant. Mais on va démarrer tout de suite avec un extrait de film, un extrait de son film le plus récent, L'Empire du silence. Pour la première fois, Thierry a assumé dans son film de
de produire lui-même la voix off. Donc c'est sa vraie voix. Il n'a pas fait appel à un comédien parce que je crois que ce qu'il avait à dire était très personnel. Et c'est sur ces mots que je voudrais qu'on ouvre la conférence, après quoi elle prendra un tour plus traditionnel. Voici 30 ans que je filme le Congo, ce pays aussi vaste que l'Europe, où dans les méandres de son fleuve bat le cœur de l'Afrique. J'ai partagé toutes les saisons du Congo, les tumultes de son histoire, les espoirs, mais aussi les révoltes de son peuple. J'y ai rencontré des hommes et des femmes qui combattent la violence et l'injustice. Parmi ces personnalités, un médecin qui depuis des années, au risque de sa vie, dénonce sans relâche le règne de l'impunité. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. L'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt, et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais pourquoi consacrer un nouveau film à ce pays? Parce que depuis 25 ans, le Congo reste déchiré par la violence, les guerres et les massacres. Au gré de mes tournages, j'en ai souvent été le témoin, dans les villes, les villages et jusqu'au cœur des forêts. Des visages sont restés gravés dans ma mémoire. Des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui m'ont demandé de porter leurs cris et leur soif de justice. Voilà, c'était l'extrait par lequel je voulais commencer la conférence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Oui, non. C'est un devoir moral. Je ne voulais pas refaire un nouveau film sur le Congo. J'avais dit au docteur que le film L'homme qui répare les femmes était mon dernier. Et il a beaucoup insisté en disant, écoute, on a fait un film important. On l'a diffusé massivement de par le monde, ça a été un objet de plaidoyer important. On a fait avancer la cause, celle des femmes violées. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est classé comme crime imprescriptible, viol arme de guerre. Sur les minerais, il y a une avancée, puisque les minerais de sang, aujourd'hui, les multinationales, par décision du Parlement européen et du Congrès américain, les sociétés multinationales ont la responsabilité de connaître toute la traçabilité et l'origine de ces minerais pour ne pas être complice de financer la guerre. Mais il dit, mais les crimes continuent, mais les massacres continuent, mais les guerres continuent. Parce que l'impunité est toujours la pièce maîtresse de la corruption, je dirais, et l'impunité de ce qui se passe au Congo. Et donc il faut absolument faire un film qui ne soit plus sur les victimes, mais sur les bourreaux. Et c'est comme ça que j'ai accepté de faire ce film de plus qui s'appelle L'Empire du silence pour servir cette cause-là, la cause de la justice. Maintenant, je voulais dire une chose, puisque le docteur a parlé des richesses du Congo, il parle des richesses minières du Congo, mais le Congo a des richesses fabuleuses. D'abord, c'est le poumon de l'humanité. Après, aujourd'hui, la forêt amazonienne qui rétrécit drastiquement, c'est le Congo qui a cette réserve de CO2, de notre environnement, de notre futur climatique. Le Congo a le fleuve aussi puissant que l'Amazonie, mais avec de tels dénivelés qu'il a une force hydraulique extraordinaire, en termes d'énergie, c'est aussi une énergie verte, qui peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, sans problème. C'est un pays de l'équateur. Ça veut dire qu'en termes agricoles, on pourrait faire 2
et dans certaines régions, 3 récoltes par an. Or aujourd'hui, le Congo dépend à 85% d'importations alimentaires. C'est incompréhensible. Mais il y a là, à nouveau un potentiel d'une richesse invraisemblable. Il a une jeunesse exponentielle, qui est quand même un atout. Il est au cœur de l'Afrique, entouré par 9 pays. Donc il a tout pour être un grand dragon, un pays de référence, un pays émergent. En Afrique, il y a évidemment les richesses minières, on en a parlé. Voilà. Mais pour réussir ce pari sur l'avenir, il faut neutraliser toutes ces forces dont on a parlé, ces forces de mort, ces forces obscures que sont évidemment et la criminalité, l'impunité, la corruption. Et après, ce pays pourrait aller très vite pour se développer. L'extrait se termine par un discours du docteur Mukwege, et on va peut-être commencer par parler de cet homme-là, Thierry, qui est devenu maintenant un ami, un partenaire pour toi. On a cette très belle photo où vous étiez ensemble, et est-ce que la rencontre avec le docteur Mukwege, quelque part, est une sorte d'aboutissement? Est-ce que c'est la personne que tu devais rencontrer après ces 30 ans de films au Congo et au Zaïre? C'est Borges qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc je pense que c'était inéluctable que je croise le docteur à un moment donné. C'est vrai que j'avais déjà fait 25 ans au Congo, j'avais déjà fait quand même une dizaine de films précédemment. Je sortais d'un film d'ailleurs qui avait posé beaucoup de problèmes, puisque j'avais fait un film sur l'assassinat de la plus haute personnalité de la société civile, le fondateur des organisations aux droits de l'homme, Floribert Chebeya. J'avais donc été arrêté, expulsé du pays, et j'en étais interdit. Et le docteur venait d'être victime d'une tentative d'assassinat. Sa famille, ses filles avaient été prises en otage et on avait tué un de ses proches collaborateurs. Et donc il s'était réfugié ici en Europe. Et je me suis dit, tiens, quel personnage intéressant. J'avais déjà entendu parler de lui. Je savais que c'est un gynécologue qui s'occupait des femmes qui étaient violées avec extrême violence, enfin du viol arme de guerre, du viol pour les minerais de sang. Et donc j'ai été le voir à Paris et on s'est dit, on a soupé sur le dernier étage d'un hôtel bien connu. Il m'a dit, écoute, moi je suis en exil, toi tu es expulsé, tu crois que c'est le bon cocktail pour faire un film? Ça me semble assez peu possible. Eh bien on l'a fait, on a réussi à le faire et ça a été à nouveau une rencontre, comme j'en ai eu tellement dans une vie professionnelle privilégiée. J'ai à nouveau élargi le cercle familial, c'est ça qui est formidable, de film en film, depuis quand même presque 50 ans, oui, ouais. 50 ans. J'ai côtoyé des gens au destin invraisemblable, et j'ai essayé de sublimer d'ailleurs leur vie, et ils sont devenus des membres, non pas seulement des amis, certains, comme le docteur, je dis c'est pas un ami, c'est un frère aujourd'hui. À partir de là, on a fait ce film L'homme créé par les femmes, et puis on a commencé avec notre bâton de pèlerin le tour du monde, du Japon aux États-Unis. Tout à l'heure, hein, on ne va pas trop anticiper, parce que tout à l'heure, vous aurez un extrait avec peut-être même le son de l'homme qui réparait les femmes. C'est dommage qu'on n'a pas eu le début, parce que c'est vrai que j'exprimais pourquoi ce dernier retour au Congo pour l'Empire du Silence, qui est bien mon dernier et ultime film. On va faire comme les bonus DVD. Peut-être qu'à la fin, on va repasser le premier extrait. Hein, on improvisera ça. Il y a une photo de toi que j'aime beaucoup et que j'ai décidé de montrer ce soir. C'est ce Thierry Michel appuyé sur un paquet d'explosifs. Ça résume un petit peu toutes tes incursions au Congo. Ça a toujours été explosif, non? C'est le point de vue du photographe, mais oui, non, ça a été tumultueux. C'était un parcours d'obstacles. Je ne sais pas combien de fois j'ai été arrêté, incarcéré. Les expulsions, 2. Les procès, 2. Il y en a un qui est toujours en cours, puisque je risque encore 5 ans de prison. Mais voilà. Mais des interdictions de tournée, bien sûr. Des interdictions de visa, au total, sans doute 8 années. Donc voilà, oui, c'était
un parcours d'obstacles, mais finalement, chaque fois qu'on m'a mis dehors par la porte, j'ai réussi à me reglisser pour entrer par la fenêtre. On a une belle carte du Congo sous les yeux. Tu as été partout? Presque, non, je n'ai pas été partout. C'est un pays continent, hein, ça va comme de l'Irlande à Moscou, d'Helsinki à la Sicile, donc ça serait difficile, mais j'ai quand même fait beaucoup de provinces. Et puis j'ai remonté le fleuve, hein, de l'embouchure que vous voyez, Congo central, jusqu'au Katanga, la source du fleuve. J'ai fait toute la courbe du pays, puisque le fleuve est l'ossature même, c'est la colonne vertébrale du pays. Ça lui a donné son unité. D'ailleurs, ce pays correspond avec les affluents totalement à la géographie du fleuve, donc il y a une cohérence. Voilà. Mais j'ai surtout traversé les différentes périodes de l'histoire et les tumultes que ce pays a connus depuis mon premier séjour en 91. Mais je suis remonté évidemment à travers mes films sur l'histoire, bien au-delà jusqu'à la période coloniale, bien sûr. Alors on va remonter le temps aussi parce que j'ai un scoop pour vous tous ici. Thierry n'est pas né au Congo, Thierry est né à Charleroi. Et donc nous avons ici une charmante photo. C'est la voiture de ton papa? Oui, absolument. Oui, belle voiture, aujourd'hui elle aurait beaucoup de succès, je pense. Je ne saurais pas dire. Et donc tu es né, Thierry, dans un milieu... que faisaient tes parents? Mon père comptable, ma mère enseignante dans le secondaire et aussi dans les académies comme professeur d'art dramatique. Ah oui. Parce qu'elle avait fait le conservatoire de Bruxelles avant-guerre, un premier prix de conservatoire. Mon grand-père avait travaillé dans les mines comme ingénieur de fond toute sa vie. Voilà. Alors très tôt, peut-être par hérédité, vu que ta maman avait quand même cette fibre art dramatique, tu décides d'aller suivre une école de cinéma, l'IAD, qui en est à ce tout début. Je crois que tu fais partie de la première ou de la deuxième. Non, quand même un peu plus tard, mais je démarre assez tôt. J'avais une impatience de commencer ces études de cinéma, une impatience de quitter Charleroi. Je dis tout de suite, c'est une ville auquel je tiens beaucoup. J'ai un ADN qui est attaché à Charleroi, même s'il faut y être né. Mais non, j'avais 16 ans, les tumultes du monde étaient en train d'embrasser de mai 68 à Paris, à Prague, au Mexique, aux États-Unis sur les campus. Et donc j'avais une impatience d'affronter le monde. Et donc j'ai quitté très tôt, j'ai un peu sauté les étapes naturelles, puisque normalement on termine ses humanités à 18 ans. J'ai terminé à 16 ans par le Jury central et j'ai pu aller à Bruxelles commencer ses études dans une école artistique qui venait vivre toutes les effervescences de mai 68 et où il y avait une émulation, une énergie, une créativité, une impertinence, enfin il y avait tout le cocktail qu'on peut imaginer de l'époque. C'était des années exceptionnelles. Alors pour toutes les dames qui ont poussé un petit soupir en voyant ce charmant bambin, j'ai une photo encore plus belle, Thierry à 16 ans qui quitte Charleroi. Voilà. Avec une très belle phrase de ta maman, hein, qui dit « C'est incroyable, tu es parti à Bruxelles sur sa petite moto sous une pluie battante et j'ai pensé à Rimbaud. » Oh, je m'en souviens, j'étais complètement transi une éponge. Vraiment, arrivé à Waterloo, je pense que j'ai même tordu mes chaussettes tellement elles étaient imprégnées d'eau. Mais c'était le départ vers l'aventure, vers la grande aventure, voilà, vers le cinéma, vers Bruxelles, vers le monde, vers tous les projets, parce que c'est vrai que je dirais que le jour de mes 16 ans, je me suis fixé une ligne, vraiment, en disant voilà où je veux aller. Et tu n'as jamais cessé. Et je pense avoir essayé de suivre le chemin que je m'étais tracé à l'époque, avec beaucoup de difficultés, hein, beaucoup d'obstacles, comme tout le monde dans la vie, mais je m'y suis tenu. Les engagements que j'avais pris à 16 ans, je pense que je les ai tenus. Alors on ne va pas s'éterniser sur ta formation scolaire à l'IAD, parce que il faut qu'on avance dans le temps. Ton premier film de long métrage, on va dire, puisqu'il y a eu des courts métrages. C'est peut-être bien de dire que l'IAD, je n'ai pas pu le terminer. Ah non.
Parce que j'étais exclu. Bravo. Mais pas tout seul. Nous étions nombreux à être exclus et 23 professeurs ont été exclus aussi. Ah oui. Parmi les grands noms, comme Henri Storck, Paul Meyer. Oui, c'était l'émulation, je veux dire, post-68 Art était telle qu'à un moment donné, le conseil d'administration a dit halte là, on va faire une purge stalinienne, on va mettre tous les compteurs à zéro. Voilà. Mais pour l'anecdote aussi, 20 ans après, j'étais professeur à l'IAD. Voilà. Il y a quand même un retour des choses. Voilà. Alors, à l'IAD, on ne disait pas une purge stalinienne, on disait une excommunication. Oui. Alors, ton premier film porte sur Charleroi. C'est une sorte de salut à ta ville. S'appelle Pays Noir, Pays Rouge. C'est en 1975, qui est un clin d'œil que tu fais à un film de Paul Meyer. Oui, exactement. La scène de descente des terris, c'est Paul Meyer. On pourrait dire aussi la petite fête, oui. C'est-à-dire du film Déjà s'envole la fleur maigre. Il faut dire que, ayant quitté l'IAD, j'ai croisé Paul Meyer à travers des activités syndicales. Et il m'a embarqué, je suis devenu son assistant et ça a été vraiment mon maître. Je veux dire, si j'ai quelqu'un à rendre hommage pour ce qu'il m'a appris, que ce soit au niveau de l'éthique ou de l'esthétique du cinéma, c'était Paul Meyer. Pour le situer quand même, c'était d'abord, dans les années 60, c'était le cinéaste de référence, celui qui avait eu un grand prix à Venise, ouais. Mais son parcours était lourd, puisque très jeune, il avait participé aux campagnes, aux brigades internationales en Espagne, avant de revenir dans la résistance sous l'occupation et de connaître les camps de concentration. Donc c'était quelqu'un qui avait un vécu extraordinaire. Et voilà. Et qui nous a donné un film magnifique qui s'appelle Déjà la fleur maigre, que tu viens de citer. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va lancer un extrait avec du son, j'espère. Par contre, l'image est assez granuleuse parce que c'est très ancien, c'est un document. Pas seulement, c'est un vieux document, c'est les seules traces qu'on a de ce film. Et petite aussi parenthèse, oui. J'ai malheureusement perdu beaucoup d'archives, 80% de mes archives, et beaucoup d'originaux lors des inondations, puisque nous habitions le long de la Meuse et de Lourdes à Liège. Les bureaux étaient le long de Lourdes. Voilà pour la première fois à Liège, pour des raisons professionnelles. Je crois que c'était la RTBF Liège qui t'avait engagé. Mais c'est-à-dire, oui, non, j'ai suivi Paul Meyer. Ah oui, voilà. Paul Meyer était réalisateur à la RTB à Bruxelles et il est parti à Liège. Alors, pour une convergence très simple, à ce moment-là, la direction du centre de Liège a été une direction extrêmement moderne, extrêmement dynamique, audacieuse, créative. Et donc, les gens qui avaient un quelconque talent et une envie d'expression plus libre au sein de la RTB se sont focalisés et sont venus très nombreux à Liège. Et donc, après avoir fait le film Pays Noir, Pays Rouge, qui était un chant d'adieu en fait à ma région, parce que j'étais arrivé à Liège et j'avais croisé une jeune femme dont on parlera tout à l'heure, j'imagine, oui. Christine Pirot, et mon destin a changé de cours et j'ai décidé de m'installer à Liège. Et puis j'ai été pris par le charme de la ville de Liège. C'est vrai que cette Je croyais que tu allais dire par le charme de Christine Pirot. Mais... Entre autres, bien sûr, ça c'est une évidence. Mais voilà, c'est une ville qui était
et qui est toujours très envoûtante. Et voilà, et donc j'ai commencé à travailler au centre de Liège. Et après avoir fait un film un peu d'adieu qui s'appelait Pays Noir, Pays Rouge, sur la région de Charleroi, vu sous l'aspect social et historique, j'ai fait un premier film à Liège qui s'appelle Chronique des saisons d'acier, et qui est, c'était le portrait. C'est un film sur la sidérurgie, mais sur des sidérurgistes. Comme souvent dans mes films, c'est le portrait de personnalités en quête d'eux-mêmes. On a parlé de film en quête de l'autre, en quête d'eux-mêmes, qui chacun cherche à se constituer sa propre identité dans l'univers de la sidérurgie. Donc j'ai pris 5 personnages, un jeune qui était dans le rock punk de l'époque, voilà, un fagnard, quelqu'un qui était fort porté sur les balades dans les montagnes, dans le Jura et tout, un autre qui faisait des communications à l'époque. C'était pas encore Internet, mais il y avait déjà des systèmes de solidarité sociale qui s'instauraient. Enfin voilà, j'ai suivi un pensionné. J'ai suivi ces 5 personnages durant une année et demie. Je faisais l'image, Christine Pirot faisait le son. D'ailleurs, c'était un film presque artisanal. C'était le première autoproduction. Et voilà, c'était un film qui marquait mon ancrage, en tout cas, dans ce décor qui allait devenir important, puisque je vais y revenir bien des années plus tard, de Seraing et de sa sidérurgie. Alors, la jeune femme qui est à côté de Thierry, ce beau barbu, c'est Christine. Et voilà, j'ai d'autres photos pour dire que votre belle histoire a continué au Congo et elle continue encore toujours aujourd'hui. Donc, pour remettre un peu d'ambiance dans cette salle, je vous propose d'applaudir Christine Pirot, qui est là quelque part. Non, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'amour. Christine Pirot est devenue ta productrice aussi. Oui, c'est ça. À l'époque, elle était jeune étudiante en droit à Liège. En droit, non ? En droit, oui. Elle a été au barreau. Absolument, et puis je l'ai débauchée, ou elle s'est débauchée, je ne sais pas comment le dire, du barreau, je pense, saisissant que le cinéma était une aventure peut-être plus exaltante, et puis que si on voulait rester soudés, faire le même métier ensemble, un métier aussi créatif, aussi prenant, voilà, c'était peut-être la solution. Voilà, alors tu parlais de Liège, ton arrivée à Liège, et l'émergence d'autres talents a fait que Liège est devenu effectivement oui. Une sorte de plaque tournante du cinéma créatif. Oui, d'ailleurs, Jean-Pierre Dardenne a fait l'IAD aussi. Voilà. Nous, on s'est connus à l'IAD, on s'est retrouvés à Liège avec Luc, et on était une bande assez hilarante à l'époque. Absolument, oui. Et très soudée. C'est un beau trio, en tout cas, n'est-ce pas, monsieur, dame. Et toi, alors eux sont plutôt orientés, ils ont démarré comme toi dans le documentaire, mais ils sont partis un peu avant toi vers la fiction. Oui. Mais toi, tu as donné aussi dans ces années-là un film de fiction vraiment remarquable, qui est Hiver 60. Alors, Hiver 60, je ne sais pas si on reconnaît un petit peu Paul Luca, Philippe Léotard. C'était donc un film de fiction. Fatalement, puisqu'il est tourné quand même 23 ans après les événements de l'hiver 60. Mais la bonne nouvelle, Thierry, c'est que le monsieur de la régie m'a dit qu'on avait le son, donc on va peut-être voir un extrait d'hiver 60. Alors, un film qui a été une longue histoire à produire. On en parle après. Ou on en parle après ? D'accord. Ou j'en parle maintenant ? Non. Oui, c'est vraiment incroyable, puisque déjà, je dirais... en 77-78, on commence avec Christine Pirot les enquêtes, enquêtes de terrain, rencontrer les gens qui ont vécu les événements, revoir les films, les extraits radio, les journaux, les livres qui ont été écrits. Enfin, on ramasse tout et on écrit un scénario de fiction qui passe, comme tous les scénarios de fiction en Belgique, devant une commission, ce qu'ils appelaient le ministère de la Culture, qui est le ministère de la Communauté française de Belgique, qui décide d'attribuer les subsides ou les parts de coproduction aux films belges produits. Sans cette aide, c'est à peu près impossible de faire un long-métrage de fiction. Et la commission est tout à fait unanimement favorable. Et alors,
chose exceptionnelle qui heureusement ne s'est plus reproduite depuis. Le ministre de l'époque, ministre de Meuter, ancien bourgmestre d'Ixelles, refuse de signer. Ça ne se fait jamais, le ministre signe les avis. Mais là, il y a une censure brutale qui va se faire et interdire le film. Et une deuxième législature, avec un ministre démocrate chrétien, va persister dans cette censure, tout en disant « vous êtes jeune, on pourrait vous attribuer un budget, mais pas sur ce film ». Indéniablement, on est trop proche encore des événements. Tu gardes le budget, mais fais autre chose. Oui, ce qu'on a refusé, bien sûr. Non. Mais je pense que la sensibilité, ces grèves de 60 ont été un tel révélateur d'une crise profonde de la société belge et de l'histoire, je dirais même de l'histoire industrielle. C'est pour moi un peu le champ du cygne de toute une énorme épopée industrielle. Ça amorce le déclin wallon, qui va se passer évidemment. Va en sortir un mot d'ordre très étonnamment d'ailleurs du leader syndical de l'époque, André Renard, qui est fédéralisme. C'est un wallon qui va porter un mot d'ordre qui va devenir d'abord aujourd'hui un mot d'ordre principalement flamand. Mais c'est dire, et il a fallu une troisième législature, c'est 7 ans de patience, 7 ans de on démarre pas, on le fait, on ne le fait pas, d'épreuves psychologiques, c'était vraiment assez dur. Mais on y est arrivé, avec les moyens du bord, parce qu'on n'a plus finalement, in fine, le budget nécessaire, mais on a fait ce film, et je pense que ce film marque quelque chose d'important, parce que à l'époque, est-ce qu'on ne peut pas le dire encore un peu aujourd'hui, le cinéma belge, il y avait une facette du cinéma belge qui manquait, c'est la présence de l'histoire des hommes, et je dirais aussi de la classe ouvrière. Il y a très peu de films qui sont sur les milieux populaires, mais sur les grands moments historiques, et aujourd'hui encore, comme professeur, quand je demande que s'est-il passé en 60 à une assemblée d'une 50aine d'étudiants, il est très rare qu'il y en ait un qui me dise le mariage royal. C'est dans la salle du trône, remplie de personnalités les plus éminentes, ambassadeurs, hauts fonctionnaires, membres du gouvernement et invités royaux et princiers, que Fabiola de Morat. On ne parle pas d'abus en matière de chômage dans un pays où il existe encore généralement entre 120 000 et 150 000 chômeurs. Derrière eux, le cortège, fanfare en tête, calicot en main. L'on peut y lire non à la loi unique, esquens au poteau, loi unique, loi de misère, non à la loi de régression sociale, etc. J'ai envie de voir ça. Organiser le mouvement. Ils vont marcher au syndicat, il n'y a pas de problème. Ils sont avec nous. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Arrêt de travail, les filles. Arrêt de travail contre la loi unique. Comité de grève, comité de grève, comité. C'est une guerre, fiston. Et une guerre, ça se prépare. Nous savons ce que veut dire la lutte. Nous savons ce que veulent dire les économies qui s'épuisent. Oui, nous n'avons pas honte de la bataille. Oui, nous utilisons parfois tous les moyens, comme d'ailleurs ceux qui sont en face de nous utilisent tous les moyens. Et si parfois les ouvriers utilisent la pierre et le boulon, c'est parce qu'en face d'eux, d'autres utilisent la mitraillette et la grenade lacrymogène. Et si aujourd'hui, nous rentrons, c'est avec l'espoir que nos sacrifices ne seront pas vains. Et que demain, un courant profond soufflera sur notre peuple. Je suis comme toi. Quand j'en bois une, j'en pisse 3. Après ce film-là, on va aller un peu vite. Tu as tourné Hôtel particulier, qui est un film, alors le titre est très ironique puisque tu parles de la vie en prison. Et moi j'ai eu le sentiment qu'après ce film-là, toi-même tu te sentais un peu prisonnier
de cette actualité que tu essaies de rendre via les films, puisque directement après Hôtel Particulier, tu es parti à l'international. Donc, tu n'es plus parti sur ta petite moto sous la pluie, parce que tu es parti un peu plus loin. Les premiers films internationaux, c'est Issue de secours, qui est une fiction aussi. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non. Et puis deux films... Tourné au Maroc, il faut peut-être... Tourné au Maroc, Issue de secours. Oui, c'est vraiment Issue de secours, le titre le dit. Oui, je sens à ce moment-là la Wallonie plombée. Vraiment... Et ce film sur la prison, même si dans prison j'ai découvert l'esprit de liberté, étonnamment, chez ces détenus, la capacité de l'être humain à, dans des conditions difficiles, défendre son intégrité et sa dignité, mais j'avais besoin d'aller ailleurs chercher d'autres utopies, d'autres solidarités. Oui. Tout à fait. Et donc, après le Maroc, tu pars au Brésil, avec un film très très émouvant, Gosses de Rio, et un film qui s'appelle La fleur de terre, et qui, je pense, est ton premier contact avec ce que certains ont appelé la négritude. Tu découvres finalement, au Brésil, ces exilés, enfin ces enfants d'esclaves noirs. Je vais dans les favelas, donc je fais un film sur les favelas, sur plusieurs aspects, y compris la samba d'ailleurs, comme vous le voyez. Mais dans les favelas, évidemment, la population est à 90% noire, puisque au Brésil, comme on dit, le fameux proverbe brésilien, c'est la noire à la cuisine, la mulâtre dans le lit et la blanche à l'église. Ça résume bien une certaine philosophie brésilienne. Et donc, les Noirs sont évidemment dans les favelas. Et puis, il y a les exclus des favelas. Il y a ceux que ce milieu assez organisé, fort solidaire, très solidaire, ça j'ai été très surpris, ne peut pas assumer certains enfants, ou simplement les familles sont dissolues, et donc les enfants se retrouvent à la rue par milliers. Et je vais en choisir deux, un petit groupe. Hein, je vais évidemment, comme d'habitude, chercher dans tous les coins de la région de Rio, et puis me focaliser sur un groupe et sur deux enfants de la rue qui vont devenir les protagonistes du réel, du film Gosses de Rio. Après ces trois films, tu pars au Congo, c'est la première fois, et tu vas là tourner une série de films qu'on a regroupés sous le titre Le cycle du serpent. C'est quoi ce premier contact avec le Congo ? Mais il y avait une raison très claire. Pourquoi aller au Congo à ce moment-là ? Parce qu'on a évidemment, on est obligé de zapper certaines étapes. J'avais été en Russie entre les deux pour filmer la chute de l'Empire soviétique. Et au Congo s'annonçait la chute de la dictature mobutiste. Le 4 décembre 1991 était la fin de son mandat. Il avait accepté le principe des élections, du pluripartisme et de la démocratie. Et donc tout le monde se préparait à célébrer ce grand moment. Ça allait être la fête, la fin du match, comme disaient les Congolais. Tout le monde allait sortir. Ça allait être extrêmement festif. Et donc je vais pour capter ce moment historique, parce que je m'inspire là de John Reed et du fameux livre sur 1917, la révolution de 1917. Il faut être témoin de l'histoire. Et on a, avec le cinéma et le cinéma documentaire, ce privilège d'être au cœur des événements, témoin de l'histoire, et de pouvoir la transmettre après, évidemment, par son regard à d'autres. Et donc, je vais au Zaïre. Mais les choses tournent beaucoup plus mal que ce qui était annoncé. Le dictateur décide qu'il veut rester, malgré tout, et va créer le chaos et la terreur. Et on va être pris dans ce cycle. Le serpent, c'est ça d'ailleurs, parce que c'est un résumé de l'histoire du Congo, mais disant qu'elle a commencé à l'indépendance avec Lumumba qui représentait l'homme, puis il y a eu le lion, c'était Tshombe, puis il y a eu le léopard, c'était Mobutu, et le léopard à bout de souffle a besoin d'être assisté, et c'est le serpent qui va le soutenir. Le serpent, c'était les services de sécurité.
Et donc, d'où le titre, le cycle du serpent. Mais voilà, c'est un film qui est fait aussi dans des conditions extrêmes, parce que comme il y a eu le chaos et que les expatriés ont été exfiltrés par l'intervention militaire belgo-française, il reste peu de gens, et on est dans un climat de terreur, et on tourne en fait sans visa et sans autorisation. Une autorisation trafiquée, mais sans visa. Je ne peux pas donner tous les détails, mais comment on est entré dans le pays. Mais ce qui a été compliqué, c'était d'en sortir, surtout qu'on était recherché. À un moment donné, l'armée, la garde présidentielle a voulu nous arrêter, on a dû se cacher, et on a laissé l'ambassade négocier très lourdement la possibilité de quitter le pays. Voilà. Alors, dans les résumés, quand on lit des articles sur ta carrière, on dirait qu'à partir de ce moment-là, tu as tourné complètement au Congo. En fait, ce n'est pas vrai du tout, parce que tu reviens en Belgique. Oui, oui. Et quand tu reviens en Belgique, il y a c'est pas un fait divers, c'est un fait politique, mais qui ressemble à un fait divers, c'est l'affaire Van der Biest. Oui. Et tu vas décider de filmer... Avec José Dessart, oui. Avec José Dessart, de filmer ce ministre Alain Van der Biest qui est pris dans la tourmente, hein, qui est... Oui, oui. À nouveau, une situation de tragédie, voilà. Oui. Un homme au cœur de la tourmente, pris dans le... focalisé par tous les médias, abandonné par son parti, dans un isolement absolu, qui clame son innocence, et dans ce moment évidemment exceptionnel de sa vie. Et je vais le voir, et je lui dis, je voudrais bien qu'on puisse vous filmer dans votre intimité pendant toute cette période-là, et il accepte. Il accepte entre autres parce qu'il se souvient de m'avoir remis un prix pour Hiver 60 dans sa commune de Grande-Sologne, d'ailleurs. Mais bon, et que je suis cinéaste plus que journaliste. Donc. Et on va pouvoir le filmer. Écoute, tu me voles les mots, parce que effectivement, ce que tu vas faire avec ce film, qui n'est pas le plus connu de tes films, mais que moi j'aime beaucoup, parce qu'on y voit la différence entre un cinéaste et un reporter. Tu ne vas pas couvrir l'affaire Van der Biest, ce n'est pas ton propos, c'est faire le portrait d'un homme dans une situation extrême. Et je vais vous passer un extrait maintenant d'un moment incroyable. Il arrive au palais de justice de Liège pour être entendu par la juge Ancien, et il est poursuivi par les photographes. Et au moment où il va pouvoir accéder et se débarrasser de cette meute, la porte se ferme. Elle se ferme devant lui. Et regardez ce moment. Rappelons qu'il était ministre, évidemment. Oui, oui. Oui, voilà. Et c'est un moment de cinéma, vraiment. Oui. Alain Van der Biest, j'ai été convoqué par le juge Ancien. Oui, un petit instant. J'ai pensé à rien en traversant le palais. J'ai dit, dédouble-toi. Il y a le mec qui va encaisser, qui va souffrir, et il y a le mec qui voit pas les seins de guêpes autour de lui, les visages crispés, avides, cupides. Oublie ce que tu vois. Et une mentalité de brahman. Ça va encore durer, je le sens bien, il y a des malfaisants. Ça va encore durer. Il y a une conclusion. On peut me faire
qu'on ne touche pas à ma femme, à ma mère. Sinon, je répondrai de rien. À moi, on peut tout me faire maintenant. Tout, vous m'entendez? On réussira jamais plus à me courber et jamais à me briser. Jamais. Ce sont des mots terribles, hein, quand on sait qu'il s'est donné la mort peu de temps Mais après. c'est-à-dire, en plus, il y a cette séquence avec sa maman dans la maison d'enfance, et il nous dit, on veut mon suicide, on ne l'aura pas. Et en fait, il attend le décès de sa maman pour aller se suicider dans la maison d'enfance. Ouais. Donc on est dans des destins, c'est ça qui est important, c'est de voir comment les tragédies se jouent. Il y a vraiment un écho, je trouve, dans le film Les Derniers Colons, qui est le film suivant que tu tournes de nouveau au Congo. C'est le Zaïre à ce moment-là, je dis toujours le Congo, mais c'est le Zaïre, où aussi on a ces hommes qui sont restés, hein, alors que beaucoup sont partis, et qui sont dans une solitude extrême, en réalité, enfin, qui ont un peu perdu leur raison d'être. Sur ce film-là, Les Derniers Colons, là, tu es vraiment expulsé. Hein, on a les documents, là, ton beau visa annulé. Je suis arrêté d'abord, incarcéré dans les sordides cachots de la sûreté, interrogé pendant 2 jours avant que des ambassades belges, françaises et américaines obtiennent mon expulsion. Et tu deviens le journaliste belge sans chaussures. Oui. C'est quoi, tu es parti en chaussettes? Mais ils m'ont tout pris, oui. J'avais plus mes appareils, j'avais plus rien. Tout à fait. Ça ne t'empêchera pas de nous donner le film suivant qui va être vraiment le film qui va te porter sur la scène internationale, on peut le dire, qui est le film que tu consacres à Mobutu, le roi du Zaïre. Il faut dire une chose, c'est que tu retraces le parcours de Mobutu depuis le jeune sergent qu'on voit là à côté de Lumumba et jusqu'à son avènement, mais tout ça sans le rencontrer en fait. C'est un film d'archives là. Absolument. Je cerne le personnage, parce que là c'est une grande tragédie shakespearienne. Hein. Ah, c'est incroyable. Avec les actes parfaitement équilibrés de ce destin extraordinaire d'un grand prince machiavélien. Je commence d'ailleurs bien avant, enfant, et puis après, quand il vient ici à Bruxelles, rue des Écoles, je crois que c'est rue des Écoles, en tout cas l'école sociale, faire ses études, puis ses études de journalisme, puis toute sa carrière militaire, et puis sa carrière de chef d'État, de dictateur, 32 ans au pouvoir, d'un pouvoir incontesté, jusqu'à sa mort en exil, loin de la terre de ses ancêtres, au Maroc, haï par son peuple et abandonné par ceux qui l'avaient fait roi. Donc voilà, là, quand on a un personnage comme ça, alors je construis le film avec les archives, donc c'est une année de recherche d'archives de par le monde, vraiment partout. Hein, et quand je dis les recherches, c'est les images, les rushs, les images dans tous les formats possibles et imaginables. J'ai passé plusieurs semaines aux États-Unis à faire toutes les agences d'images possibles, mais dans bien des pays d'Europe, la RTB, la VRT, nos archives de la Cinémathèque. Et alors, le fait que, avant la fin du film, ils doivent fuir son pays et partir au Maroc, pendant ce temps-là, moi je peux, alors que je suis interdit depuis 3 ans par Mobutu de retour au Congo, je peux retourner avec même, je dirais, presque le tapis rouge, puisque j'ai contribué à cette lutte contre ce dictateur, et j'ai accès aux archives congolaises et aux archives privées de la présidence. Ce qui va me donner évidemment une matière extraordinaire, mais je construis aussi le film avec tous les réseaux, tous les cercles qui ont tourné autour du président, de ses plus proches conseillers, de ses ministres, aux membres de sa famille, enfin à tous ceux qui ont contribué à sa vie et qui vont éclairer le personnage. Je ne souhaite pas le rencontrer, il est au Maroc. Je veux faire le film en toute indépendance. Je ne vois pas ce que rajouterait une interview de plus parce que j'ai visionné 770 heures d'archives. J'en ai archivé 135. Je dois faire un film qui va quand même, dans sa version intégrale, faire 3 heures. Mais enfin, il faut déjà beaucoup élaguer. C'est tout le travail du réalisateur et du monteur. Donc, voilà. Mais là, j'ai un personnage qui transcende évidemment l'histoire. Je dis c'est un personnage
shakespearien. Alors, il y a tellement de passages incroyables dans ce film que j'ai choisi de ne pas choisir. Je vous montre la bande-annonce du film, comme ça vous aurez un florilège. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Iyo Mobutu le bâtisseur, Iyo Mobutu le créateur, Iyo Mobutu Sukisa, Mobutu Oye. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Un chef qui se sent aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. On se tuerait pour ce peuple. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Thank you, sir. Mon cher ami. Un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. Voici ma devise. Toujours servir. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Cette tête, donc la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. Alors, c'est quand même un dictateur qui a réussi à envoûter son peuple, à le faire chanter sa gloire, oui. Danser. C'est pas courant. Non, c'est pas Poutine, hein, on peut pas dire. Mais voilà. Mais bon, à un moment donné, l'arbre s'érode parce qu'il a pillé son pays, il a mis par terre et il a créé tout ce qui fait la tragédie congolaise actuelle. Même s'il lui a réussi pendant tout son règne à préserver une chose, l'unité nationale. C'est vrai qu'il faut reconnaître, il y a eu quasi à part les incursions des gendarmes katangais, il n'y a quasiment pas eu de guerre. Il n'y avait pas les viols de masse, il n'y avait pas les massacres de masse qu'il y a eu après. Mais le pays était exsangue, était ruiné à sa chute, malheureusement. Il y a ce moment extraordinaire où il dit soyons sérieux, ma fortune personnelle excède de loin la dette du Congo. Oui, non, il s'est approprié tout. Alors, il y a eu le syndrome, on va dire aussi, yougoslave, quoi, hein, un dictateur qui tient tout d'une main de fer et puis qui n'est plus là. Tout s'éclate. Et là, on voit ton talent de tête chercheuse parce que dès 2003, tu déplaces ta caméra, tu vas en Iran. Non, 2001. 2001 Je suis en Iran quand il y a l'attentat sur les tours jumelles de Manhattan. À 2001 alors. Oui, et je suis là en train de filmer cette nuit-là, où Christine me téléphone de Belgique pour m'annoncer l'événement. Je suis avec les Pasdaran, donc l'armée islamique, et des intégristes en train de filmer la reconstitution d'une scène de martyr. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. On m'annonce, on va dans un petit cabanon, parce que c'est dans le désert au sud de Téhéran, on va dans un petit cabanon manger sur une natte, partager le repas avec ces militaires. On regarde les images et on voit ces deux tours qui le 11 septembre. Ce qui évidemment provoque une immense joie, on se doute bien, en Iran. Et alors, chose qui m'a surpris le lendemain, parce que je filmais aussi dans les universités les dissidents, ces étudiants en rébellion, et on va à l'université pour faire des interviews, et on trouve très peu de gens qui condamnent cet attentat,
avec des argumentations tout le temps de dire oui, mais enfin, il y a eu le Vietnam, combien de morts, il y a eu chez eux, évidemment, le coup d'État Mossadegh, il y a eu Pinochet, qui a succédé à Allende, la chute d'Allende, enfin, ils reprennent tous les méfaits des Américains pour justifier. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas une grande sympathie pour les États-Unis. Il y a quand même quelques manifestations contre le terrorisme, mais qui sont réprimées extrêmement violemment. Je me fais d'ailleurs à cette occasion-là, à nouveau, j'avais déjà été dans d'autres pays, au Maroc on a zappé, mais je me fais à nouveau arrêter à 2 reprises en Iran, mais je m'en tire très bien, miraculeusement. Tu m'as raconté un jour, je ne sais pas si on peut le raconter devant tout le monde, mais qu'un jour tu es arrêté, les militaires prennent tes papiers et voient que tu t'appelles Michel. Oui. Et il me demande si je suis de la famille de Louis Michel. et j'ai menti, j'ai dit oui, c'est un cousin. Mais j'ai senti que c'était... Il fallait mieux dire ça que le contraire. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Louis Michel avait une certaine aura. Voilà, tu as été sauvé par Louis Michel, il faut le reconnaître. Le film s'appelle Iran sous le voile des apparences. Il est très précurseur quelque part. Encore une fois, c'est la loi de cette conférence, il faut qu'on avance. Il a eu une belle carrière, hein. Il a été à Sundance, j'ai fait une tournée américaine. Voilà un de mes films qui a eu un intérêt extrême aux États-Unis. Il est passé sur les chaînes américaines, tout à fait. Parce que c'est un regard de l'intérieur, c'est pas un regard qui jugeait. J'avais été filmer les laïcs, victimes de la violence. D'ailleurs, ça commence sur l'enterrement d'un poète, Mokhtari, bien connu, égorgé par les islamistes. J'avais filmé les réformateurs du clan de Khatami à l'époque, et j'avais filmé les résistants, mais j'avais filmé aussi les fondamentalistes. Ouais. Vraiment, dans leur intimité, hein, même dans leurs entraînements sportifs, mais dans leur intimité, dans leur foi, dans leur réflexion. Donc il y avait un certain équilibre. Et aux États-Unis, c'était estimé tout d'un coup un nouveau regard sur l'Iran qui n'était plus le grand Satan qu'on leur avait annoncé. Retour au Congo avec quand même un film qui a une véritable portée lyrique. Hein, le Congo River, tu vas remonter la rivière Congo. Alors, on n'a pas vraiment bien vu le tout premier extrait, hein, qui était encore muet tout à l'heure, mais il y a ces très belles images de vue aérienne du fleuve Congo. Je voulais vous montrer un petit peu l'envers de l'écran, parce que c'est très beau quand on voit les images au cinéma, mais à l'époque où tu tournes Congo River, il n'y a pas les drones, il n'y a pas tous ces équipements, et vous allez voir dans quelles conditions Thierry et son équipe tournent ces plans aériens. Et pas que ceux-là d'ailleurs, il y a d'autres plans étonnants. Progressant vers la source, nous retrouvons les guerriers Maï Maï. Ces guerriers traditionnels qui croient au pouvoir du fleuve et à la magie de l'eau. Pour pouvoir filmer leur initiation, ils nous demandent de participer à leur rituel.
Maï Lumumba. Maï courage. Maï ya Lumumba ya kili. Mai ya Lumumba. Mai ya Lumumba. Baba simo kimbango. Mai ya Kabambi. Mai ya Lambele Konga Kanape. Mai ya Si mai ya Bisungu. Mai. Mai. Courage. Allez. Courage. Allez. Mai. 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 Nous sommes venus chez les ancêtres, nous Maï Maï, pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Je n'avais pas le choix. Je voulais vraiment aller filmer dans les cercles de ces résistants Maï-Maï au cœur des forêts. Et on ne peut filmer que si on fait partie si on a subi le rite et si on fait partie de cette initiation. Donc, on l'a fait. Je me suis fait remonter les bretelles après par des amis de Médecins Sans Frontières. Il te restait des bretelles? Non, j'avais plus de bretelles, mais ils m'ont dit, tu es fou, tu n'as jamais pensé qu'il pouvait y avoir du sang qui se transmettait et que tu pouvais attraper le sida. Non, j'ai dit, j'y avais pas pensé. On ne pensait pas à ça. On était dans une autre logique, on était pris par ce qui se passait. Ouais. Mais j'ai pu après les filmer et ils ont dit des choses étonnantes, comme justifier... dire nous sommes comme des chiens enragés, une fois qu'on a fait les combats, nous violons sans réserve. Quoi. Vraiment, ils ont parlé avec une franchise que je n'aurais pas pu obtenir autrement. Il y a une image assez forte dans Congo River, enfin il n'y a pas que celle-là, mais je veux dire, on voit des traces de civilisation qui sont retournées finalement à la forêt, hein, comme cette locomotive prise dans la végétation. Je crois qu'il y avait 30 trains par jour à l'époque coloniale, mais finalement, il n'y en a plus aucun. Ouais. Mais le sentiment, ce que tu développes est ambigu, parce qu'à la fois, ben, tu l'as dit, tu as participé à la chute du dictateur, Mobutu, et à la fois, tu constates, dans Congo River, le gâchis, quelque part, comment la décolonisation ne s'est pas passée comme elle aurait pu se passer. Absolument pas, bien sûr. Non, c'est tragique de voir comment le pays qui avait un potentiel énorme, qui se situait, le niveau de vie d'un Congolais était supérieur à celui d'un Sud-Coréen à l'époque. Vous voyez la différence aujourd'hui. Mais oui, non, ça a été un dépérissement absolu. Mais les Congolais ont quand même acquis évidemment une fierté, une reconnaissance, ont pu accéder à l'université, etc. Même si la qualité de l'enseignement est extrêmement faible. Mais oui, non, il y a eu, d'un point de vue santé, tout ça, ça a été une bérésine absolue, oui, il faut le dire. Je dis ça parce que tu n'es jamais ni noir ni blanc, je ne dis pas ça par rapport aux Congolais, mais je veux dire, tu es dans la nuance, tu ne vas pas, comme dans les derniers colons, tu ne vas pas critiquer, tu vas essayer de comprendre. Oui, je pense que c'est mon travail. Je n'ai pas à être juge, encore moins procureur. Donc c'est vrai que j'essaye de saisir ce qui se passe, la complexité des choses, la complexité de l'histoire, des individus, les forces antagonistes qui peuvent traverser les sociétés, et puis laisser le spectateur avoir son libre arbitre par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas trahir, c'est la vérité. Ça, c'est une image qui dit une vérité de cette ligne de chemin de fer, qui est essentiel au développement du pays. Il ne faut pas contourner autour, il ne faut pas se voiler la face, ça ne sert à rien, personne ne peut le faire. Mais ça ne te fait mais pas... je n'ai pas un discours pro-colonial du tout, pour autant, ça n'a rien à voir. Non, non, mais ça veut dire que ça ne te fait pas que des amis, quelque part. Non, bien sûr. Non, c'est sûr. Ça ne t'a jamais effrayé, ça? Pas du tout. Non, non, je pense que du moment que je suis en paix avec ma conscience, mais ça fait aussi des vrais amis, hein. Je veux dire, les gens sur qui on compte, c'est vrai qu'au cours du cheminement, on se fait quand même des amis solides qui sont prêts à prendre des risques. Quand même, encore récemment, je dirais encore maintenant, il y a 2 mois, quand j'ai été présenté mon dernier film, il y a des jeunes qui ont pris des risques insensés. Voilà, c'est formidable. Hein. Mais évidemment que c'est pas par hasard que je suis en procès aujourd'hui au Congo et que je risque une lourde peine de prison, parce qu'il y en a qui veulent me contraindre au silence.
Alors la suite des films au Congo sont marqués par 3 figures. Alors encore une fois, on ne va pas avoir le temps de s'arrêter sur chacune de ces figures, mais il y a l'affaire Chebeya, les 2 films que tu as faits sur Moïse Katumbi, et puis bien sûr la rencontre avec le docteur. On dirait presque... Le général Numbi, Moïse Katumbi et le docteur Mukwege, je le dis sans... Ça pourrait, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça pourrait être le bon, la brute et le truand. Hein. Oula. Mais bon, après savoir lequel est lequel, ça c'est plus compliqué. Mais le général Numbi, qui m'a poursuivi, entre autres en justice, à cause de qui j'ai été expulsé du pays et interdit, est aujourd'hui en fuite. Et ça prouve que l'histoire, à un moment donné, que le film a fait son effet. Ça a été lent, mais à un moment donné, la vérité a éclaté. Et c'est lui qui est en fuite, soi-disant, parce que ça peut aussi être un arrangement pour le protéger dans un pays voisin. Mais il n'a plus ses fonctions aujourd'hui, on a reconnu les faits. La vérité a été dite. Et ça, c'est extrêmement important. Le docteur, évidemment, c'est un personnage d'un charisme et pour qui je ne pouvais que consacrer toute l'énergie que j'avais pour me mettre au service de sa cause. Je dirais presque, là, c'était... Mais aussi montrer, voilà, un homme qui allait être... c'est une référence, quoi. Pour les Africains, c'est un homme qui fait la fierté du pays et de l'Afrique. C'est pas par hasard qu'il a eu son prix Nobel, mais Dieu sait s'il le méritait et si aujourd'hui il prend encore des risques. Ça fait combien de tentatives d'assassinat? On a quand même assassiné aussi, je vous ai parlé d'un de ses collaborateurs, mais surtout son directeur adjoint, brillant, gynécologue, formé comme lui en France, et qui devait prendre sa succession, a été abattu à la sortie de l'hôpital à 19h de 3 balles dans la tête. Et si le docteur survit toujours aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la protection des Nations Unies qui est en permanence devant chez lui, ça veut dire devant l'hôpital où il vit, puisqu'il ne peut plus vivre chez lui, il vit emprisonné dans son hôpital sous la protection des Nations Unies, et quand il sort, c'est un convoi militaire qui l'amène à un aéroport où il prend un avion des Nations Unies. Alors Moïse, c'était le contrepoids de Mobutu. Mobutu était arrivé au pouvoir par la violence et un coup d'État. Moïse, c'était le Berlusconi africain. C'était le foot, les médias, l'argent, le business. Voilà. Et il est toujours dans la course. Hein. Ah oui, il est toujours dans la course. Et là, ce n'est pas le cas de... Mais j'avais surtout fait le film Katanga Business, qui est un film sur les richesses katangaises, qui sont un coffre-fort de l'humanité en matière des minerais les plus précieux. Alors les moins précieux, les plus précieux, parce que ça va de cobalt, zinc, nickel, uranium. La bombe H d'Hiroshima, c'est bien l'uranium de Chinkolobwe du Katanga, mais aussi nobium, germanium, enfin tous les minerais qui font les hautes technologies de l'Occident. Alors ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que des creuseurs meurent dans les cavernes artisanales pour $2 au Congo? Et pourquoi, j'ai encore regardé la semaine dernière, je ne sais plus le chiffre par cœur, en milliards de dollars, le bénéfice des 9 premiers mois de Apple, ça pourrait être de Samsung et de tous les autres. Hein. C'est pas en 10, je pense que c'est en centaines de milliards de dollars. Ça, c'est une question centrale, quoi. Pourquoi cette inégalité entre ceux qui exploitent les matières premières et ceux qui vont vendre le produit fini? Ce déséquilibre du monde ne peut être qu'explosif. Après, on s'étonne de l'immigration, mais enfin, il y a des causes à effet. La question, on a la réponse, évidemment. Dans le tout premier extrait qu'on n'a pas vu, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais le docteur Mukwege commence son discours en disant, justement, je m'appelle Denis Mukwege, je viens du pays le plus riche du monde. Et ma population est parmi les plus pauvres de la planète. Voilà. Oui. C'est tout le paradoxe. Hein. Bien sûr. Oui. Mais il n'y a pas que le docteur Mukwege qui fait des discours impressionnants. Je voudrais vous montrer quelques images maintenant qui ne sont pas de Thierry Michel. Enfin, il ne les a pas tournées, mais lui a pris la parole. Vous allez entendre de nouveau avec la même franchise et sans
sans peur aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Depuis 16 ans, les Nations Unies sont au Congo. Un budget de combien? 1,5 milliard, dit-on. Je n'ose le croire. 20 ans d'1,5 milliard. 20 000 membres des Nations Unies, civils et militaires. Mais non, ne me dites pas qu'après 16 ans, nous revenons à la case départ. C'est invraisemblable. Et chaque fois, partout où nous nous sommes rendus avec Colette Brackmann, toujours le même cri des femmes. Pourquoi n'a-t-on pas poursuivi nos meurtriers? Pourquoi cette impunité? Pourquoi pas de justice internationale, pas de tribunal pénal international, pas de tribunaux spéciaux, pas aujourd'hui pour le moment de tribunaux mixtes comme ça a été le cas au Cambodge? Je sais que des propositions ont été faites, qui ont été refusées par les autorités congolaises. Mais enfin, ce cycle nous mène où? Dans le mur absolu. Et on dira encore dans 1 an, dans 2 ans, ah mon Dieu, si on avait su. Mais non, on le sait. Ce n'est que la répétition de l'histoire. Je vous remercie. Ce n'est évidemment qu'un bref extrait de ton intervention, mais comment ne pas se décourager? Parce qu'au moment où tu dis on va dans le mur, on le sait. Oui, je continue en disant le sang va couler. Et le sang a coulé très vite. Ça a recommencé évidemment. Mais et maintenant on est en pleine guerre à nouveau, hein, affrontement quotidien au Congo. Et l'impunité ne fait que continuer ses ravages. Mais il faut continuer. On ne peut pas lâcher les bras. Si moi je lâche les bras, alors le docteur et tous ces gens qui se battent, tous ces gens que je filme, toutes ces femmes victimes qui ont eu tellement besoin d'exprimer leur douleur, au point que j'en avais des traumatismes et que moi-même je n'en pouvais plus. Mais non, on ne peut pas abandonner un peuple qui se bat contre les forces prédatrices, contre les forces criminelles et contre l'impuissance internationale. Il faut la dénoncer. C'était, je pense, l'objet aussi de mon dernier film, L'Empire du silence, mais de mettre le doigt sur la plaie, parce que c'est le métier, le rôle des journalistes, mais d'essayer de faire comprendre les enjeux et de bousculer. Mais c'est assez inouï. Encore que là, on avait pu présenter le film L'homme qui répare les femmes aux Nations Unies. Mais maintenant qu'on a fait un film, L'Empire du silence, certains d'entre vous l'ont sûrement vu, sur les 25 dernières années de l'histoire du Congo, qui sont 25 années de violations systématiques des droits de l'homme, mais par des crimes de masse, par des viols de masse, par des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Rien que sur 10 années, il y a ce fameux rapport mapping des Nations Unies qui en répertit 617 crimes classés, crimes contre l'humanité. Et Dieu sait, il y a 20 ans se sont passés depuis la fin de ces recherches. Et quand on veut présenter ce film, parce que notre objectif avec le docteur était de dire on va refaire ce qu'on a fait avec L'homme qui répare les femmes, une campagne de plaidoyer international, et on va commencer par les Nations Unies. On va présenter au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève ce film en première mondiale. C'était il y a 1 an et demi. On a fait une vision privée à Genève pour préparer cette projection, et j'ai vu les têtes s'allonger. Que ce soit les diplomates, que ce soit les gens des Nations Unies, la porte était fermée. Et depuis lors, on n'a toujours pas réussi à faire en sorte que ce film puisse être présenté dans les enceintes des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'on fait une chose que dénonce le docteur dans son fameux discours d'Oslo, de prix Nobel, où il dit « et ces noms que personne n'ose nommer ». Donc le nom de ces criminels, de crimes commis, pour certains, il y a 25 ans. 25 ans, ça veut dire qu'on serait en 67, non, 56, 67, par rapport au crime de 42. Oui. Et qu'on dirait, vous savez, le nom des criminels nazis, ils sont dans notre base de données des Nations Unies confidentielle. Mais on ne peut pas les citer.
Parce que le fameux rapport dont tu parles a été expurgé des noms des criminels qui sont dans la base de données qui est à Genève, mais qui est confidentielle. C'est inimaginable. Donc pas de procès, pas de poursuite. Donc l'enchaînement et la répétition et une dégénérescence, malheureusement, des valeurs morales, parce que quand le droit ne fait plus son travail, quand la justice est inexistante, comme l'homme est livré à la loi de la jungle, mais il y a une résurgence de choses innommables. C'est le droit, c'est la justice qui nous donne notre liberté, qui nous donne nos balises, qui nous donne nos garanties. S'il n'y a plus d'état de droit, mais voilà, on est dans cette situation. Et le docteur parle dans le désert, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il fait appel à ce qu'il y ait un tribunal pénal international ou une forme de tribunal similaire, puisque les crimes commis au Congo l'ont été par différents pays, puisque de nombreux pays sont venus faire la guerre au Congo. D'ailleurs, le moment le plus crucial, c'était la guerre, les 6 jours de guerre de Kisangani, où les armées rwandaises et ougandaises se sont envoyées 6000 bombes qui tombaient sur les civils l'un sur l'autre pour s'approprier les richesses du diamant. Ce sont des guerres de prédation. Et toujours pas de justice. Et au Congo, on voit que ceux qui sont nommés, d'ailleurs, ces noms que l'on ne nomme pas, mais qui sont nommés dans le film L'Empire du Silence, certains généraux, 4 étoiles, il n'y en a que 3 au Congo, donc c'est facile, ou des hommes politiques extrêmement importants sont toujours en place. Et 1 an après la sortie du film, on attend toujours de voir que ces gens soient mis à la pension, au minimum. Parce que quand on a tué des dizaines de milliers de personnes, on pourrait quand même être pensionné. C'est quand même le minimum. Regarde, même moi, je suis pensionné. Extraordinaire parcours quand même, messieurs, dames. Vous voyez ce jeune homme qui part de Charleroi à 16 ans sur sa moto et qui se retrouve à parler aux Nations Unies, une voix forte et tellement importante. Oui, mais alors, j'étais entendu, c'était le début du film L'Empire du Silence, et j'étais entendu, point d'interrogation. Oui. Au moins ce soir, tu as entendu Thierry. Mais je sais où tu te ressources aussi, parce que face à tellement d'adversité, tu vas nous donner récemment 2 films sur les jeunes, voire les enfants de Liège. Et je ne voulais absolument pas qu'on passe ces films-là sous silence. Les grandes conférences catholiques s'effacent au bénéfice des enfants du hasard. C'est un jeu de mots, le hasard, c'est un charbonnage. C'est le nom du charbonnage, oui. C'est le nom du charbonnage. Les charbonnages ont des noms très poétiques, hasard, espérance, bonne fortune. C'est très poétique tout ça. Oui. Et Thierry et Pascal, vous allez vous mettre à 2 là c'était pour filmer une classe. Oui. Et vous allez voir, c'est extraordinaire parce qu'ils arrivent à se faire oublier des enfants. C'est un tournage qui dure pratiquement toute une année. Absolument. Toute une année scolaire. De la rentrée scolaire à la remise des diplômes. Eh bien, on va accompagner ces enfants, les enfants du hasard. Les vacances se sont bien passées? Tant mieux. C'est bon, c'est bon. Comme quoi, ce que j'ai fait l'année dernière, on a quand même un peu retenu. Tout le monde en religion islamique? Ah non. Lucas en morale? Que tu faisais dans la mine? Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Charat, vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a un grand-père qui était mineur ici à Charat? Il avait dit que c'était dur et en dessous le sol, c'est pas très agréable. Il a pris surtout quand des pierres allaient tomber sur eux ou quoi. Il faut que vos enfants soient en pleine forme. Parce que la grosse échéance, évidemment, c'est au mois de juin, le CEB pour les élèves de 6e. Tout le monde doit l'avoir. C'est le chaos à l'intérieur de l'aéroport. La façade en verre a été complètement soufflée. Dans les décombres, certains cherchent encore des proches. En fait, je sais pas pourquoi ils tuent. Ils ont pas la même religion. Non, la plupart ici. Oui. Mais c'est la même religion, ils sont musulmans. Oui. Mais pas de la même façon, madame. Là, tu fais le malin parce que tu es chez les grands.
Oui. L'année prochaine, tu sais bien ce que je t'ai dit, tu seras chez les petits. Ce qui me rend le plus heureux, quand on est tous rassemblés, quand on est en famille. Le monde, la vie, c'est comme ça, monsieur. On va aller chercher les phares de contrôle. Ah, mais je ne l'ai même pas photocopié. Formidable, hein, film. Il y en aura un suivant, L'école de l'impossible. Là, c'est sur les adolescents. Mais arrivé à ce stade-ci de la conférence, je voulais remettre sur l'écran, l'écran capricieux, je voulais remettre une de tes citations que j'aime beaucoup, où tu dis « Les clés sont les mêmes ici ou là-bas, les distances avec l'autre s'abolissent, l'homme est le même partout, les pulsions de vie et de mort s'affrontent de façon identique, et je n'ai pas fini de chercher. » Oui, je ne peux que le confirmer. Voilà, et puis parfois, c'est les pulsions de vie. Dans cette école, c'est la pulsion de vie qui l'emporte, très clairement. C'est pour ça que j'avais besoin de faire ce film sur les enfants. C'est un film sur l'immigration, c'est un film sur l'enfance, mais c'est un film sur le bonheur. Et ça, c'était essentiel à ce moment-là. Et puis, c'est un film qui fait référence, qui rappelle aussi, sûrement Auguste de Rio, mais aussi les enfants du Borinage, de Déjà s'envole la fleur maigre. C'était aussi des enfants de l'immigration, mais qui venaient juste d'arriver. Ici, c'est les petits-fils de mineurs turcs. Donc, oui, c'est essentiel. C'est toujours trouver entre l'obscurité et la clarté ce jeu de miroir et de comprendre. Parce que ça, ces forces de vie et de mort, on les porte, elles sont dans toute communauté, dans toute société. Je vous ai montré au Congo, là, pour le moment, quand même, les forces de mort sont assez dominantes. Mais même chacun d'entre nous les a en lui et doit parfois neutraliser ses propres pulsions morbides. Donc, alors, ayant repris des forces en faisant ces deux films sur la jeunesse de Liège, tu vas repartir inlassablement. Dans une logique d'écriture différente d'ailleurs, parce que si on voit bien les films Enfants du hasard et L'école de l'impossible, c'est du réel à l'état brut. Je veux dire, je n'interviens pas, je filme des situations, je filme du vécu et j'organise une dramaturgie qui raconte le récit d'une année scolaire pour des enfants, pour des adolescents, dans toutes leurs dimensions. Avec l'humour, avec le tragique, enfin tout ce qui peut composer la vie. Mais il n'y a pas un mot de commentaire. Tandis qu'après, je repasse à un film historique qui, là, la narration est la colonne vertébrale du film, même s'il y a évidemment énormément d'archives, souvent inédites d'ailleurs, et les témoignages évidemment des victimes, mais aussi, je vais dans les grandes enceintes internationales, les Nations Unies, à New York, le Congrès américain, le Parlement européen, le Conseil des droits de l'homme à Genève, questionner sur le Congo pour voir d'où vient cette impuissance internationale à résoudre la question congolaise après 25 ans. Alors Emmanuel est venu me dire dans l'oreille que, exceptionnellement, j'avais le droit de faire de la machine arrière pour nous repasser le premier extrait, celui qu'on n'a pas vu. Alors fermez les yeux une seconde, je vais... Voilà. C'est toute une opération et je travaille qu'avec mon pouce, donc c'est quand même... Alors, est-ce qu'on y est? Et voilà. Bien, je vous propose de terminer en donnant la parole de nouveau au docteur Mukwege avec un extrait, puisqu'on n'en a pas vu, de L'homme qui répare les femmes, qui sera donc notre conclusion. Thierry, je veux juste dire que l'orateur qui nous a introduits a quand même subtilement fait comprendre que c'est parce qu'il était passé aux grandes conférences catholiques que le docteur Mukwege avait eu le prix Nobel de la paix. Donc tu sais ce qui t'attend.
Quand j'étais médecin à l'Émirat, toutes les 2 semaines, je faisais cette route pour aller voir ma famille. Je passais souvent 30 minutes à cet endroit, assis sur cette pierre, et donc j'ai regardé l'horizon et j'admirais tout simplement la beauté de la nature. Cet endroit, c'est le croisement de 3 pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo. Je me suis toujours dit quel gâchis. Les populations de ces 3 pays, on sent très bien qu'ils ont besoin de leaders qui comprennent que la seule solution, c'est tolérer, c'est vivre ensemble. Je crois que c'est un endroit où les gens pouvaient finalement pouvoir se récréer dans la nature avec ces montagnes, ces collines qui sont très très bien dessinées. On voit la rivière Ruzizi et plus loin la plaine de la Ruzizi. Est-ce que nous allons enfin pouvoir un jour vivre en paix dans ces pays vastes et riches, un pays magnifique? Voilà, mesdames et messieurs, Thierry Michel. Merci.